Hello à tous et bienvenue sur Vis ta meilleure vie. Je suis Fanny Butler et je vous invite dans ce podcast à découvrir le parcours de personnes qui vivent leur meilleure vie. Mon invitée du jour, c'est Camille Deligna. Alors Camille, elle est fondatrice du concept de co-coach. Avant d'être entrepreneuse, Camille est passée par le salariat, elle a travaillé très tôt et a évolué dans le monde du luxe à des postes à très haute responsabilité et ce, à travers le monde. Ce qui frappe le plus quand on discute avec Camille, c'est son naturel, sa confiance en elle et son audace absolument incroyable. Un bon exemple, c'est que Camille s'est tout simplement invitée sur le podcast. Elle a décidé de tordre le cou au destin et de dire « Moi, j'ai envie de faire connaître mon concept et donc je vais aller taper à la porte du destin. » Et nous, forcément, ici à Vis ta meilleure vie, on adore ça. Au contact de Camille et de son histoire, on a vraiment l'impression que tout est absolument possible. Donc Camille nous présente aujourd'hui son parcours, son cheminement, quelles ont été ses transformations, comment elle est allée vivre dans différents pays à travers le monde et comment elle a créé sa définition de sa meilleure vie, qui est aujourd'hui être entrepreneuse et décider de son temps. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Camille et bienvenue sur le podcast de Vis ta meilleure vie. Alors écoute, ma première question, c'est comme des gens civilisés, je vais te demander, mais comment vas-tu aujourd'hui ? Je suis on fire. C'est la première fois que j'interviens sur un podcast. Je suis trop contente. Je vais avoir les joues là qui vont me faire mal tellement je souris, tu vois. Ok, bah écoute, super. Donc, que de la good vibe. Donc, est-ce que tu peux présenter un petit peu ce que tu fais professionnellement aujourd'hui et notamment ton concept qui est assez révolutionnaire de co-coach? Et je pense que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu? Mais qu'est-ce que tu fais? Là, qu'est-ce que je fais aujourd'hui concrètement? Je viens de créer une formation, un programme pour accompagner des co-coachs pendant 28 jours à devenir co-coach. Alors, qu'est-ce que c'est ce mot qui ressemble à la noix de coco? C'est juste, en fait, admettons, je te mets dans le contexte pour que tu comprennes. Toi, Fanny, tu te fais coacher. Et ta coach, tu vas la voir, par exemple, tous les mois ou toutes les 3 semaines. Et tu vas voir la théorie avec elle, avec ta coach. Enfin, je dis elle, donc ta coach. Et tu vas avoir besoin d'une personne pour te rebooster à des moments où tu vas avoir un petit coup de down, où tu vas te dire « Oh, mais j'aimerais bien mettre ça en place, mais je sais que je veux une position de chef d'entreprise. Donc, je n'ai pas envie de tout le temps aller dans les jupes de ma coach, lui demander des choses. J'ai envie de me débrouiller par moi-même, mais j'ai quand même envie d'avoir l'avis extérieur. J'ai besoin de voir si je suis sur le bon chemin, si ce que je fais, c'est bien, ou j'ai besoin de reprendre confiance en moi sur ça. J'ai besoin de, par exemple, si tu n'arrives pas à closer sur des appels découvertes, tu vas avoir besoin d'un petit conseil. Tout ce qui est les conseils pratiques, en fait, qu'on peut faire pour aider un coaché. Donc, ça va être le rôle du co-coach. Il va prendre des appels avec toi et comme ça, on va mieux préparer les sessions. Et quand tu vas être avec ton coach, tu vas pouvoir travailler et aller encore plus loin sur d'autres choses, quoi. Que tu n'auras pas besoin de le voir ça avec lui, en fait. Donc, voilà. Donc, pour être très, très transparent avec les auditeurs, donc en fait, moi, j'ai découvert ce concept de co-coach uniquement parce que tu me co-coaches. Oui, là, c'est ça. En fait, voilà, j'ai les mentors qui sont Laurie et Émeric de Basique et toi qui assures ce rôle de co-coach. Donc, il y a des séances régulièrement avec toi, entre 2 séances avec les mentors, donc les coachs principaux. Donc, Exactement. en gros, si on considère le coach, c'est le maître. En gros, toi, tu es l'instructeur en dessous qui assure le suivi et fait en sorte, en fait, que les coachés avancent et qu'il n'y ait pas un gros blanc ou un bug au milieu de cette période d'évolution. Et ça motive vraiment les coachés aussi parce que ils savent qu'ils peuvent vraiment solliciter une personne et pas rester dans son coin à se dire oh je vais rester à la prochaine session ou j'ose pas en parler au coach. Non, là on a une relation aussi un peu de plus de copine en fait.
enfin, de copine. C'est moins la position du coach où le but aussi, c'est que le coach, il soit pas le sauveur et qu'il garde cette Mhm. position un peu de superstar où chaque mot qu'il va dire vont être très impactants pour le coacher. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on peut voir un peu tous les détails de la pratique en fait avec le co-coach. Donc, Ok. donc voilà. Donc, en gros, tu es quand même coach. Enfin, tu vois, je ne veux pas dire formation, mais vraiment ta compétence et tu coaches. Mais c'est juste que tu coaches à différents moments que le coach principal. Exactement. Là, tu vois, par exemple, je viens juste de raccrocher. C'était sur une problématique de confiance en soi et on avait réservé pour une demi-heure de call pour une personne et ça a pris que 5 minutes en fait parce qu'elle m'a expliqué sa problématique, je lui ai donné un plan d'action de choses à faire et elle avait déjà eu des séances de coaching, elle n'avait pas eu ce déclic-là. Je l'ai tout de suite compris. En fait, je lui ai dit, mais c'est Mhm. ça en fait qui bloque. Elle m'a dit, oh, mais oui. Et ça a duré que 5 minutes. Et elle a des choses à faire pour maintenant tout l'été à mettre des choses en pratique pour gagner sa confiance en elle. Et en fait, il suffit pas de grand-chose. Mais voilà, c'est exactement ça. Mm. Et comment tu en es arrivé là, en fait? Ah, Comment on arrive à devenir coach dans sa vie? alors, bah déjà, c'était avec Laurie, du coup, de Basique, Laurie et Emeric. Quand ils ont commencé à faire les offres business, ils m'ont proposé, Laurie, elle m'a dit, moi, j'ai vraiment besoin de quelqu'un comme toi, en fait, qui va réussir à rebooster en énergie les personnes et donner un coup de pied aux fesses. Voilà. Et est-ce que tu veux le faire? Oh oui, bien sûr, bien entendu, je veux le faire. Et là, je me suis rendu compte que c'était tellement génial pour tous les parties. Pour moi, parce que ça me stimulait intellectuellement, pour le coaché qui avance beaucoup plus vite, et pour la coach, donc Laurie en l'occurrence, qui, elle, pouvait vraiment se focaliser vraiment sur sa zone de génie et pas tout le temps répéter la même chose. Et elle allait plus loin avec eux parce qu'elle savait qu'on avait déjà travaillé en amont. Donc ça, c'est super bien. Et je me suis dit, ouais, mais attends, je ne vais pas pouvoir accepter d'autres clients. Il va falloir que je forme des personnes pour, Mhm. pour qu'on étende ça, en fait, parce que j'ai trouvé le concept génial, en fait. Donc, Ok, voilà. donc en fait, ça s'est créé très naturellement avec cette opportunité-là où vous vous êtes mis à faire ce co-coach, mais c'était pas du tout. En fait, voilà, ça s'est fait naturellement. Mm. Ah oui, bah, totalement. D'ailleurs, c'était après une réunion avec toute l'équipe de Basique, où forcément, quand tu vois plein d'entrepreneurs toute la journée, tu entends tout le monde avec ses projets d'agence, nan, et toi, tu dis, oh, bah, moi, je suis que closer, je suis qu'à 10% de ce que je pourrais faire. Ok. J'avais envie, tu vois, j'avais ce feu en moi, mais je ne savais pas quoi. Et à ce moment-là, je sortais d'un rendez-vous quelques semaines avant avec mon comptable parce que il m'a dit non, mais en fait, toi, tu veux des trucs là, mais tu mets pas beaucoup de choses en place. En fait, je me suis mise directement en société et je jouais quand même encore petit. Tu vois, je restais Ok. avec quand tu es en société, tu peux diversifier tes sources de revenus. C'est plus marrant, intelligent de faire ça. Et moi, donc, je jouais un peu petit. Et là, il m'a remis vraiment les pendules à l'heure. Et je me suis pris une bonne claque avec lui. Mais ça m'a reboosté totalement. Et après, bah, quelques semaines plus tard, ça a commencé tu vois, j'ai mis d'autres actions en place pour faire plus de chiffre d'affaires, etc. Et là, je suis revenue de cette journée où j'ai participé, où j'étais avec des entrepreneuses. Et voilà, j'ai eu la révélation dans la voiture. J'ai fait, c'est ça, voilà. Il faut qu'on en fasse plus des co-coachs parce que c'est cool. Ok, d'accord. Donc, en fait, est-ce que tu peux expliquer là, à l'heure actuelle, donc tu fais le co-coach avec Basique et tu as d'autres fonctions également ou comment ça se passe en fait? Quel est ton travail? Tu vois, quelles sont les différentes tâches et quelque part, comment tu gagnes ta vie ou quels sont tes différents incomes en fait? Oui, alors bah, j'ai commencé en avril 2021 à faire du closing. J'ai Ok. commencé l'entrepreneuriat avec le closing et ça m'a tellement plu. J'ai adoré être baignée dans ce monde avec des coachs et le développement personnel. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Donc, je gagne vraiment ma vie aujourd'hui avec ma société, avec le closing. Ok. Et après, il y a toutes les petites choses à côté. J'ai une petite chaîne YouTube. Enfin, je suis monétisée, même si je ne gagne pas beaucoup d'argent avec.
c'est quand même quelque chose que je vais pouvoir aussi développer. Et voilà, et ça, le concept de co-coach qui est en train d'arriver, j'ai quand même vendu ma formation à une personne le même mois de mon lancement. Donc ça, c'était un succès. Et là, c'est en train de prendre forme. En tout cas, je mets toutes les actions en place pour. Donc voilà, il y a un petit peu de tout. Et je pense que bientôt, les personnes qui écouteront ce podcast diront oui, mais maintenant Camille, elle est coach business. Ou, tu vois, je pense que ça va toujours évoluer de toute façon. Ok. Et donc, en fait, là, actuellement, donc, tu es entrepreneuse et quels sont les ingrédients, tu vois, dont tu as besoin pour vivre cette meilleure vie? Est-ce que tu veux avoir de la liberté, tu vois, ne pas être dans le salariat ou avec un boss, ou est-ce que ça, pour toi, c'est des choses vraiment très lourdes et du coup, tu es partie dans l'entrepreneuriat pour rechercher cette liberté ou justement pouvoir explorer, en fait, comme tu es très fonceuse, explorer vraiment tous les chemins que tu voulais explorer dans ta vie. Donc, c'est vraiment, est-ce que tu connais, en gros, les ingrédients ou les choses qui sont importantes, tu vois, pour toi dans ta vie, parce que c'est ça qui fait que tu vas pouvoir t'épanouir et vivre ta meilleure vie. Alors, pourquoi je demande ça à mes invités? Parce que, en fait, la formule de sa meilleure vie, c'est quelque chose de très personnel et ça évolue avec le temps. Et souvent, le premier point où ça foire pour les gens qui ne vivent pas leur meilleure vie, c'est qu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est, en fait. Ils ne savent pas qu'est-ce qui est vraiment important pour eux. Donc, en fait, en demandant comme ça à chaque invité, ça permet d'avoir des idées parfois où tu te diras, ah, tiens, mais en fait, c'est ça qui est important pour moi. Je ne l'avais jamais vu comme ça, tu vois. Ok, I got you. Ok. Alors, si je peux raconter un peu rapidement, moi, je suis indépendante financièrement depuis que j'ai 18 ans. Ok. J'ai toujours été indépendante financièrement. J'ai jamais demandé d'argent parce que je ne pouvais pas non plus en demander à mes parents. Et du coup, j'ai travaillé donc, dans le luxe, dans l'hôtellerie de luxe. Et j'ai été expatriée. Ça, on en parlera, je pense, plus tard. Et du coup, j'ai travaillé comme une malade mentale avec mon corps, tu vois, avec mon mental. J'ai pas eu de week-end jusqu'à mes 32 ans, peut-être, jusqu'à l'année dernière. J'ai pas eu de Noël avec ma famille. J'ai fait des 18 heures d'affilée dans la journée de travail. J'ai fait du 70-80 heures semaine. Voilà, je reviens de là, en fait. Et là, aujourd'hui, juste de pouvoir me lever le matin et des fois, même si je me lève très tôt, pouvoir dire non, j'ai pas envie de me lever ce matin tôt. J'ai envie de prendre un rendez-vous en pleine journée pour aller chez le podologue. Bah, je le fais. Voilà. J'ai envie, tu vois. C'est là, je vis ma best life. J'ai pas quelqu'un qui me dit c'est l'heure d'aller manger, il faut que tu ailles manger. Ouais. J'ai ma chienne à côté de moi tous les jours. J'ai pas besoin de la laisser parce que ça, c'était elle, ma chienne, c'était la base en fait. Quand je me disais, je vais pas la laisser 10 heures par jour quand même, c'est dégueulasse parce qu'à New York, elle avait une garderie pour chiens, comme dans les films américains. Mais quand on est rentré en France, elle n'en avait pas. Donc, c'est à partir de là, ça a été l'élément déclencheur, ça a été mon pourquoi à la base, d'être avec elle. Donc oui, ça fait rire les gens à chaque fois. Mais Camille, attends, c'est un chien. Ouais, mais non, c'est plus que ça. Et voilà, donc aujourd'hui, d'être avec elle toute la journée, de me dire, je peux aller la promener le midi si je décide d'aller la promener et d'être totalement libre de faire ce que je veux de mon temps. Ça. Et passer Noël en famille, enfin, je l'ai fait là, cette année. J'avais les larmes jusque-là, tu vois. Et ça, c'est ouf. Là, aujourd'hui, j'en suis à ce stade tu vois, où je profite. C'est ça ma meilleure vie. C'est j'ai tellement trimé avec voilà, beaucoup de choses. J'ai fait mal à mon corps hein, dans ce que je faisais physiquement. J'étais tout le temps très tendue au niveau du cou. Voilà, aujourd'hui, maintenant, je me sens apaisée. Et ça, aujourd'hui, c'est ça ma meilleure vie, enfin, je pense. Totalement. Et pourquoi est-ce que tu penses que tu as dû passer par cette souffrance de vraiment des années d'acharnement et de travail jusqu'à une souffrance physique? En fait, tu t'es blessée physiquement. Est-ce que tu as eu besoin de ça, en fait, pour avoir justement le déclic de se dire, OK, non, mais en fait, ça ne va pas du tout. Tu vois, est-ce que inconsciemment, tu penses que tu t'es mis dans cette situation-là
Ou est-ce que c'était juste, bon, non, tu ne savais pas, tu avais besoin d'expérimenter? Quel a été le cheminement, en fait, euh, pour que tu ailles vers quelque chose qui t'a finalement fait du mal et que tu y ailles aussi longtemps, en fait? Comment ça s'est passé? Enfin, si je ne réponds pas mal, c'est parce que j'avais cette étiquette de workaholic. Tu sais, comme si j'avais un post-it de, enfin, pour dire workaholic, c'est vraiment quand tu es alcoolique. Ouais, On parle d'alcoolisme avec l'alcool, et là, c'est avec le travail. ok. Et j'avais cette étiquette, Camille, tu es une machine de guerre, tu es la meilleure. En fait, moi, je suis devenue manager très, très tôt. Enfin, ça, c'est un autre storytelling sur quand je suis arrivée à Londres, où je ne parlais pas un mot d'anglais. Et 6 mois plus tard, j'ai remplacé la personne qui m'avait engagée. Elle est partie. C'était un manager, un assistant manager. Et elle est partie au bout de 6 mois. Moi, je ne parlais pas anglais. J'ai réussi à remplacer la personne qui m'avait engagée, en fait. Et du coup, j'ai tellement de force dans le travail que je me sentais vraiment tout le temps valorisée. Oui, t'es trop forte. Non, non, non. Et du coup, ça me maintenait, tu vois, je pense, Ok. dans Ouais, ça, en ok. fait. En fait, j'ai l'impression que c'est tout simplement c'est ça, en fait. C'est Ok. que les autres me disaient que tout ce que je faisais, c'était tellement bien, que j'étais tellement forte que j'étais en train de continuer sur cette voie. Et oui, pour répondre à ta question, totalement, un jour, en fait, bah, le confinement m'a mis une énorme claque. J'ai mis Ok. beaucoup de temps à m'en remettre physiquement. Parce que j'avais plus le choix. Là, je pouvais plus rien faire, j'avais plus le choix. Et ce stop, bah, ça m'a totalement reconnecté et j'ai changé totalement, quoi, Et quand tu avec dis ça. ça a été un stop, c'est parce que ton travail s'est arrêté en fait du jour au lendemain? Oui, Ok, Oui, j'ai d'accord. travaillé à New York à cette époque et l'endroit a fait faillite. Donc, du jour au Ok, lendemain, je me suis retrouvée vraiment à rien faire. Et ça, c'était de passer de la vie que j'avais à travailler des heures et des heures et rien faire d'autre, en fait, que ça, bah, ça a été un gros choc, ouais. Vraiment. ok. C'était... Et du coup, donc tu étais à New York à ce moment-là et Covid, tout s'arrête, ton entreprise coule. Et du coup, Ouais. qu'est-ce qu'elle fait? Enfin, qu'est-ce que tu fais, Camille? Tu fais tes bagages et tu retournes en France en fait? Ouais, exactement. Ouais, ouais, c'est ça. Enfin, Ok, j'ai accusé le coup parce que je ne comprenais pas. Je voulais y retourner. Enfin, c'était pas encore sûr que c'était en faillite. Dès que ça a été annoncé, oui, je suis retournée en France avec ma chaîne. On est rentré. Mm. Et là, je me suis ok. retrouvée au bord de la mer, euh, confinée, et j'ai dû bien commencer à réfléchir et à me dire, bon, bah, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Parce que si c'est là, Ouais, c'est pour quelque chose. Et j'ai commencé à vraiment m'intéresser à l'entrepreneuriat à ce moment-là, d'accord. l'année 2020. Donc, Pas le merci choix. Covid. Oui, merci Covid, totalement, totalement. C'était Finalement, ça a été une fracture énorme. ouais, Ouais. mm, Ouais. énorme. Un beau Ok, retour de Saturne. Ouais, ok. total. Alors, est-ce que, tu vois, tu en as touché un petit peu quelques mots. Est-ce que tu peux nous faire un petit déroulé de justement tout ton parcours qui est assez incroyable, hein. Tu as vécu vraiment dans des endroits qui font un peu rêver comme ça. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer depuis enfant, en fait, comment s'est passé même, tu vois, ton enfance, comment tu en es arrivé là aujourd'hui, en fait? Quel est le déroulé, la frise chronologique de la vie de Camille? Ah, oh non, j'ai fait des longues études, tu vois. Oui, toute ma vie, c'était très important, les études. Alors, pas du tout. Je bois une petite gorgée de mon café infusé dans l'eau froide, c'est magnifique. Mm. Euh, Mon parcours, c'est une enfant en échec scolaire, en fait. C'est ça. Ok. Ma plus grosse blessure, on va dire, quand on me demande souvent qu'est-ce qui t'a vraiment traumatisé, c'est ça. Pour te raconter une petite anecdote, parce que je sais que t'es croustillante, tu aimes bien ça. Le premier jour de la rentrée à la maternelle, ma mère me raconte qu'elle vient me chercher en larmes. J'étais en larmes, mais elle me dit, mais Camille, mais qu'est-ce que t'as? Et là, je commence à chouiner et dire, mais maman, on travaille trop. Voilà, donc j'étais passée de la crèche, où c'était bien, Ouais. à
c'est quoi ces gens, ces maîtresses qui veulent me faire dessiner ou écrire mon prénom. Donc, ma mère a commencé à se dire, eh ben, on va s'amuser, hein. Ça va être cool. Et du coup, voilà, l'apprentissage de la lecture a été très difficile. J'ai réussi toujours à passer entre les mailles du filet et à trouver d'autres techniques comme apprendre les textes par cœur et faire croire à mon prof quand il m'interrogeait que je lisais alors que je ne lisais pas du tout et que c'était mon petit cerveau qui avait enregistré tout le texte. Voilà, Ok. donc ce genre de truc. Donc j'étais très maligne pour trouver des solutions, des plans B. Ouais, c'est très intelligent aussi. Après, ça répond pas aux besoins directs, mais c'est très intelligent. Ouais, voilà. Donc je suis vraiment passée, j'ai jamais redoublé. Et j'ai appris à Ok. lire en CE2. Donc ça, Ok. ça a été vraiment quelque chose de très gros parce que je ne voulais pas apprendre à lire parce que je m'étais dit, le jour où je vais devoir lire, je vais faire comme ma grande sœur et devoir lire les histoires toute seule. Mais moi, je préfère que ce soit ma mère qui me les raconte. Je ne vais pas apprendre à lire en fait. Non. Ok. Mais je savais que quand je serai adulte, de toute façon, quand je serai adulte, je saurai lire. Je ne savais pas Ouais. comment j'allais faire. Mais je me suis toujours dit ça. Je m'en souviens encore, hein, je regardais ma mère comme ça. Peut-être que je lui caressais les cheveux quand elle me racontait une histoire et je me disais de toute façon, je saurais lire. Je sais quand je Ok. serai adulte. Voilà. Donc, moi, Génial. c'était très compliqué. Ouais, c'était génial quand Mais on en parle. ouais. Mais ma mère a lu beaucoup de livres de psychologie Mhm, de mhm. l'enfance. Elle était très intéressée, très impliquée dans ça. Et Dieu merci, elle était là et elle rigolait de souvent de cette situation à dire, et du coup, elle m'a donné un surplus de confiance en moi qui a été diagnostiqué par un coach parce que je me suis fait coacher entre 7 ans et 9 ans par un coach, mais qui me coachait sur les mathématiques, mais qui me coachait quand même. Et donc, c'était pas que un prof de mathématiques. Et donc, du coup, ma mère, enfin mes parents, ils ont investi en ça Mhm. comme ils pouvaient avec leurs moyens pour essayer de me sortir de mon échec scolaire. Ils n'ont pas réussi. Ça n'a pas fonctionné. Mais en tout cas, ce qu'il avait compris, c'est qu'il y avait un surplus de confiance parce que du coup, on essayait de compenser parce que j'avais beaucoup de joie de vivre. Je Mhm. faisais rire tout le monde. Je faisais le pitre. J'avais un énorme lit de manettes à l'école. J'avais beaucoup Ok. de copains et copines. J'étais, pour la petite anecdote, j'étais la personne, moi j'ai toujours aimé les chiens et je rêvais d'avoir un chien, mais j'en avais pas. Et du coup, euh, une de mes meilleures amies m'a raconté ça. Camille, tu es arrivée à faire asseoir 30 personnes de ta classe dans la cour de récré à aboyer parce que j'étais le maître et que je voulais un chien et que les gens, j'avais tu vois, ce lead manette tout de suite, Ok. le leadership, tu Ouais. vois. Ouais. Et ça, c'était mon enfance. Beaucoup de joie, beaucoup de rire, beaucoup de... on joue dehors parce que Mhm. voilà, on n'avait pas... À l'époque, les téléphones et Tu tout peux le dire, ça, tu c'était vois. pareil pour moi. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas YouTube. Non, non, on n'avait pas tout ça. Et donc, c'est beaucoup ouais, de vélos, de cabanes, de trucs comme Ouais. ça, tu vois. Beaucoup de joie, en fait. Beaucoup de joie, Ouais. beaucoup d'amour avec ma famille, mes frères et sœurs et mes parents et les amis. Donc, voilà, il y a eu, on va dire, l'échec scolaire. Après, bah, qu'est-ce qu'on a dû faire de Camille une fois qu'elle n'avait pas son brevet des collèges 2 fois? Bon, ça commence à saouler. Maintenant, il va falloir Ouais. aller travailler. Donc, du coup, je suis partie à 16 ans en internat pour voilà, faire de la cuisine parce que c'est le seul truc que je pouvais faire, hein, qui m'accepte Ok. avec mon niveau. Et c'est ce qui m'attirait plus ou moins. Donc, voilà. Bon, alors on y va, on se met là-dedans et on fait de la cuisine. Ensuite, j'ai fait de la sommellerie, j'ai fait du bar en Ok. mention complémentaire. Et voilà, et à 18 ans, j'ai eu mon premier poste dans un palace parisien au Plaza Athénée, un 5 étoiles. Enfin, j'ai commencé bien avant en cuisine. Mais bon, Ok. bref, voilà. Et du coup, euh, c'est un peu ça mon parcours. Je travaillais dès mes 18 ans en apprentissage et je gagnais de l'argent.
Je l'ai dépensé très bien aussi. Je me suis très bien amusée avec ça. Voilà. Donc, combien il me reste? Ok, bon, on y va. On va faire la fête. Voilà. Et du coup, l'expatriation, ça s'est fait très vite aussi après derrière parce que je me suis rendu compte que je ne ferais pas grand-chose en France si je ne parlais pas anglais, surtout dans le Ok, luxe. ok. Et tu avais donc une attirance comme ça pour le luxe, donc tu voulais forcément, enfin, c'est cette première expérience dans cet hôtel de luxe parisien qui t'attire vers quelque chose haut de gamme, et c'est là où tu te dis, bon, bah, le next step, c'est faut s'expatrier, quoi. Exactement. Ben, pourquoi le luxe? Parce qu'en fait, je voulais faire les choses, mais je voulais faire les meilleures, en fait. Ouais. Quand je voyais tout le monde qui partait dans des apprentissages en Normandie, dans des petits restaurants, je suis non, 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 Ouais. moi, non, non, non. En fait, on va pas faire ça comme ça. Et du coup, oui, à ce moment-là, tu te rends compte que tous ceux qui ont des bons niveaux de manager, ils parlent tous anglais. Et moi, ben, vu que j'écoutais pas trop, je n'avais pas du tout un niveau d'anglais. Et pour la petite anecdote, tellement que je croyais en fait en la vie. Voilà, j'étais certaine que je parlerais anglais un jour. Et ma mère m'a raconté, elle se souvient bien qu'on avait rendez-vous avec la prof d'anglais à la réunion parents-prof. Et mon Camille, voilà, bon, bref, elle n'était pas contente forcément. Et moi, je lui avais répondu, mais madame, non, enfin, je ne vais pas dire son nom, madame Machine, je vous enverrai une carte postale, moi, bientôt en anglais, en fait. Tu vois, je l'avais regardée en mode, mais easy, tu vois. Enfin, j'étais là, mais ouais. la carte postale, moi, je vivrais en Irlande de toute façon, donc je voulais être pâtissière en Irlande à cette époque. Enfin, bref, voilà, pour moi, c'était... Bon, je l'ai jamais fait, j'y pense souvent, je me dis, il faut vraiment que je l'envoie. Tu devrais le faire. Mais oui, mais c'est une anecdote bête, mais j'étais convaincue que je parlerais anglais. Je ne savais pas comment, mais oui, j'étais convaincue. Et du coup, là, si on commence à parler comment je suis partie à Londres, etc., ça peut être long, mais je peux te le faire court, mais... j'ai mis de l'argent de côté suite à une saison à Megève et j'ai pris ma petite voiture et le bateau pour Ouistreham. J'ai embarqué ma cousine avec moi qui parlait bien anglais pour qu'elle m'accompagne au moins le temps que je trouve un boulot. Et on est arrivé en Angleterre, voilà, avec rien, avec la carte. Génial. Avec une carte. Et voilà, il n'y avait pas d'iPhone encore. On est arrivé avec une carte et puis on a essayé des villes. Bien sûr, j'ai fait des milliards d'entretiens. Et puis je comptais sur mon joli minois pour avoir un job. Ça ne s'est pas passé aussi bien que ça. Et du coup, le jour où j'ai décidé de rentrer, parce que de toute façon, je n'avais plus d'argent pour pouvoir vivre, j'ai eu un appel d'un ami sommelier qui m'a dit, Camille, je peux peut-être te faire entrer dans l'endroit où je travaille. Et c'était un des meilleurs endroits de Londres. C'était l'ancienne maison Dior qui avait fait un énorme concept hôtelier avec un chef, le chef Pierre Gagnère, donc 3 étoiles, Michelin. Si je te dis pas de bêtises. Peut-être pas 3 étoiles. Enfin, je vais pas te dire de bêtises, mais bref, c'était l'endroit, c'était the place to be à Londres. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et donc, mais c'est fou cette confiance en la vie. Tu vois, c'est une forme d'audace qui peut-être, oui, est basée sur une grande confiance en toi. Mais cette confiance en toi, tu sembles dire que c'est quelque chose qui était 100% naturel. Tu es venu au monde avec cette espèce de confiance en la vie fabuleuse, quoi. Ouais. J'ai toujours entendu cette gamine, elle a le cul bordé de nouilles. Ouais. Tu vois. Et je me suis toujours répété. De toute façon, moi, j'ai le cul bordé de nouilles. Donc, ça va aller. D'accord. Donc, en fait, c'était une évidence. Enfin, tu as accepté, vu que tu l'avais entendu à l'extérieur, c'était vraiment un truc où tu t'es dit, bah, ça fait partie de moi, en fait. Enfin, tu vois, j'ai pas besoin de trop me stresser, ça va aller, quoi. Ouais. J'ai toujours une bonne étoile et j'ai toujours ma mère qui me dit, Camille, t'es pas plus bête qu'une autre. Ouais. Parce que j'étais jalouse de mes copines quand j'étais petite. Elles avaient des bonnes notes, elles avaient l'air d'être des petites filles parfaites. Et elle me disait, mais non. Et ça, je me suis toujours répété. Je me suis dit, si elle peut le faire, je peux le faire. Après, bon, pas à l'école, parce que c'est vraiment pas intéressant.
Mais si, et du coup, après, dans la vie, oui, si elle peut le faire, moi, je peux le faire aussi, bien sûr. Ok. Et donc, du coup, gros coup de chance, tu parles pas anglais, mais tu décroches un boulot dans une des meilleures maisons de Londres. Donc là, comment tu fais pour gérer, puisque tu parles pas Alors, comment encore je très fais? Je bien vais anglais? t'expliquer. Et ça a un lien avec ce que je faisais quand j'étais petite, en fait. Ça a totalement un lien et c'est là que je m'en suis rendu compte. C'est que je suis rentrée par la toute petite porte. Donc, il y a l'assistant du bar manager qui m'a engagée parce qu'il était français et qui savait que j'avais travaillé au Plaza Athénée. Donc, il s'est dit, la fille, elle sait sûrement des choses. Alors, moi, je savais tout en théorie parce qu'au Plaza, j'apprenais à faire les cocktails dans ma tête. Je n'avais pas le droit d'aller derrière le bar, vu que c'était un des meilleurs bars du monde à l'époque. Ok. D'ailleurs, j'ai été la première femme à rentrer dans ce monde d'hommes. Ça, c'était aussi une autre fierté. Mais une autre fierté parmi toutes mes fiertés, tu sais. Mais il faut avoir plein de ouais, fierté. mais voilà, donc du coup, je suis rentrée par la toute petite porte. Je me suis fait toute petite parce que le gars voulait pas du tout que je sois là. Cette fille, elle parle pas anglais, elle est pas intéressante et tout. Et là, j'ai vraiment... il est venu me voir quand même, le mec, il est venu me parler, il m'a balancé la carte des cocktails, 40 cocktails. Donc, quand je te dis un cocktail, c'est une recette qui fait ça. Qui a 10 ingrédients par cocktail. Hein. C'était vraiment de la grosse mixologie. Et bien sûr, tout en anglais. Hein. Donc, un lime juice, j'ai dû apprendre que c'était du citron vert. Donc, je ne te raconte pas le niveau de la fille. On s'est bien marré. Hein. Sugar, limite. Enfin, vraiment, c'est pour te dire mon niveau. Ouais. Pour te dire mon niveau d'anglais, quand je suis arrivée là-bas, on m'avait dit à une réunion, c'était les briefings avant de commencer, et on m'avait dit, oh Camille, how are you doing? Et moi, je me dis, I'm sitting down, je suis assise. Voilà, il me demande qu'est-ce que je fais, tu vois. Ok. Donc, c'était ça mon niveau d'anglais. Donc, vraiment, c'était pas terrible, hein, je te dis. C'était pas terrible. Donc, du coup, il me balance la carte des cocktails, 40 cocktails. Il m'a dit, dans une semaine, si tu ne les sais pas, you're fired. T'es viré. Okay. Et là, je l'ai regardé, j'ai fait, ouais, ok. Et là, j'ai appris après... Camille, ce mec, il n'a jamais fait ça à quelqu'un. En fait, je l'ai appris après. Il n'avait jamais donné ça à quelqu'un en disant parce que tu ne pouvais pas faire ça. En fait, il m'a donné un peu la mission impossible. Démerde-toi. Ouais. Ok, moi, je suis rentrée chez moi, et puis j'ai fait comme à l'école. Hein. Faut apprendre les trucs par cœur, bêtement. Et donc, je les savais. Je les savais. Wow. Je savais la carte au bout d'une semaine. Et là, j'ai fake it until you make it. Ouais. J'ai observé comment les autres faisaient dans leur attitude et leur geste parce que j'avais jamais fait vraiment de cocktail, juste à l'école pour faire un petit mojito devant le professeur en tremblant, tu vois. Je n'avais jamais fait de cocktail. Et eux, ils recevaient des tickets de cocktail avec tous les cocktails avaient des milliards de trucs dedans. Bref, fake it until you make it. J'ai commencé à regarder, à suivre les gestes des autres. À le faire, à très bien le faire. On m'avait enfermée dans un endroit où c'était comme une cuisine avec un bar, mais tu n'avais pas accès aux clients. Donc ça, c'était pour les nuls en anglais. Les nuls en anglais qui devaient envoyer les cocktails, ils envoyaient tout pour le restaurant qui faisait 300 couverts. Donc, bref, c'était très, très fort. Et je ne parlais pas anglais. Pendant 6 mois, j'étais totalement bloquée. Je faisais très, très bien les cocktails. Ouais. J'étais incapable de parler. Tout le monde me parlait anglais, moi je parlais en français. Et un jour, je tombe, d'ailleurs c'est mon ex, on tombe nez à nez ensemble en plein service. Et je voyais tout le monde s'amuser parce qu'il y avait plusieurs bars dans ce concept hôtelier-là. Ça s'appelle Sketch à Londres, pour les connaisseurs. Et il y avait des bars où les gens faisaient la fête, il y avait les DJ, les barman qui dansent avec les clients. Et moi, j'étais là en train d'envoyer mes cocktails pour le restaurant. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais tu viens quand t'amuser avec nous, en fait? Tu comptes rester dans ta petite cuisine, là, en train de faire tes cocktails? Et du coup, c'était en pleine soirée. Et je me suis pris une claque. À ce moment-là, je me suis dit, oui, c'est vrai, ça fait trop longtemps, là. Et du coup, j'ai eu ce déclic. J'ai commencé à apprendre l'anglais. Et au bout de, je ne sais plus, 6 mois ou 8 mois, la personne, donc le bar manager, son assistant, celui qui m'a engagée, est parti. Et du coup, j'ai eu sa position.
Voilà. Waouh. Donc ça, c'était un peu le début, tu vois, Ouais. de ça. J'étais manager peut-être à 22 ans, j'étais manager. Et je Ok. manageais 15 personnes. 15 personnes dans 3 bars. C'était 3 bars. C'était quelque chose de très gros. Hein. C'était pas du tout un petit truc. Et je manageais bien sûr des personnes qui parlaient 10 fois mieux anglais que moi, Ouais. des personnes avec 10 ans de plus que moi, Mhm. même plus. Donc voilà. Et c'est Ça, là c'était où ton leadership naturel, quelque part, voilà. t'a permis En fait, tu t'es retrouvé dans la position parfaite pour tes compétences naturelles qui sont en leadership, tu as quand même un apprentissage, tu vois, quelque part non verbal qui est exceptionnel. Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait pu apprendre 40 cocktails sans en avoir vraiment jamais trop fait, tu vois, en 2 semaines. Enfin, voilà, Mais j'avais pas le incroyable. choix. Ouais, J'avais pas le choix parce que je m'étais ok. dit si je rentre en France, j'ai plus d'argent de un. Ouais. Et qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, c'était ma chance Mhm. d'être à Londres. C'était ma chance, c'était ma seule chance. Et Londres, je te dis Londres, mais j'ai fait plusieurs villes. J'ai fait Ouais, Oxford, j'ai fait Liverpool. J'ai vraiment cherché du travail partout en Angleterre. ok. Donc, j'avais pas le choix. C'est le seul truc qui me fait avancer, en fait, c'est quand j'ai vraiment pas le choix, quoi. Ok. Tu disais Et, quoi? et Pardon. tu restes du coup combien de temps dans ce poste-là? 3 ans. Je suis Ok, restée tout le temps. J'ai évolué encore plus et voilà. Donc, j'ai pris plus de responsabilités encore et je suis restée 3 ans dans cet endroit. Et, euh, et après, je te raconte la suite. ouais, qu'est-ce qui te fait partir du coup? Qu'est-ce qui me fait partir? Une histoire Ouais, d'amour. ok, ah, Euh, toujours donc, la belle histoire mais d'amour. pas, Ok, mais pas aussi bien que ça. Mais quand même. Mais quand même, ce qui me fait partir aussi, honnêtement, hein, c'est, je ne sais plus quel âge j'avais exactement, peut-être 24 ans. Donc, je reste de quoi 21 ans à 23 ans, un truc comme ça, à mhm, Londres. Euh, et ce qui me fait partir, c'est ma santé, parce que je travaillais la nuit. ok, Donc, je travaillais la nuit, dans le monde de la nuit. Et voilà. Donc, à Londres, il y avait enfin, voilà, je savais que j'avais d'autres choses à faire pour ma santé. Donc là, c'est pour ça aussi que je suis partie. ok. Et comment tu pars? Comment ça se passe? Enfin, tu vois, est-ce que quel a été le déclic? Quelle a été l'opportunité? Il n'y avait pas d'opportunité derrière. C'était go with the flow en me retrouvant à Cannes, quand même sur la Côte d'Azur. Donc ça allait pour travailler. Et je cherchais du travail. J'ai toujours trouvé du travail de toute façon. Toujours, toujours. J'ai jamais galéré à trouver un travail. Donc Ok. voilà, après j'ai eu ça comme opportunité. C'était pas la plus belle expérience. Et suite à ça, après, il y a eu les autres expatriations en Asie. Donc, Et du coup, donc, raconte un petit peu comment ça s'est passé. Tu es partie en Asie, comme ça, ouais, pour de l'Asie. nouveau en disant, j'y vais, puis je verrai bien ce qui se passe. Ouais, tu veux que je te raconte? Ouais, 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 pour vas-y. l'Asie, ouais, parce qu'on va se marrer. Alors, du coup, bah, pour l'Asie, du coup, je suis dans une relation amoureuse toxique. Voilà, Ok. forcément, quand tu es jeune, tu es un peu fougueux, etc. Donc, bref, Expérimentation, normal. expérimentation et chacun a sa part de responsabilité là-dedans, de toute façon. Mhm. Du coup, très attirée par l'argent à cette époque. Euh, je ne savais pas pour quelle raison, tellement. Peut-être rouler dans des grosses voitures ou dépenser des sacs à main. Enfin, pas du tout, en tout cas, ma vision aujourd'hui avec l'argent, mais j'étais très attirée par l'argent et forcément ce Ok. monde d'abondance, de fêtes, Ou en tout cas, le on visible. prend. Ouais, la Ouais, richesse voilà, on prend visible, quoi. Mhm. exactement, on prend du champagne. Non, non, bon, Ouais. on prend toujours du champagne, mais bon, voilà. Euh, tu vois. Et exactement, ce visible. Et donc, du coup, on décide de partir avec mon ex en Suisse. Voilà, donc je trouve tout de suite un job. Mhm. Je signe le contrat pour partir à Lausanne. Et là, un dimanche, tranquille, en train de regarder 66 minutes, je tombe sur 66 minutes sur Singapour. Voilà, Ok, un petit reportage. ok. Et j'étais allée en Asie, en Thaïlande, et j'avais adoré. J'étais partie un mois avec du coup mon ex en sac à dos, totalement freestyle, on n'avait rien prévu. Et cette vie-là, j'avais totalement, totalement craqué pour l'Asie. J'étais très Mhm. attirée. Et là, je vois le reportage et je me dis, mais qu'est-ce que tu fais, ma pauvre, à aller
partir en Suisse alors que c'est là que tu as envie d'aller en fait. J'étais tellement attirée par ça. Donc on est le dimanche soir, Fanny. Tiens-toi bien. Buvez un petit coup. On est le dimanche soir. C'était probablement l'homme de ma vie dans ma tête, cette personne. Même si il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Le lundi, je prends mes forces pour le quitter. Je le quitte. Je quitte la personne que j'aime le plus au monde. Je me dis, moi, je passe totalement à côté de ma vie. Et là, je dis à une copine, j'étais tellement dans très, 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 très mal. Je lui dis, s'il te plaît, écris à Lausanne pour leur dire que je ne peux pas. Elle avait fait l'email, j'avais fait juste copier-coller. J'étais incapable d'écrire un email. J'étais dans un état lamentable. Je ne pouvais même pas prendre la route pour rentrer chez moi, tellement cette décision était difficile. Donc, la décision est prise, voilà, c'est fait. Je prends quand même, parce que j'ai fait plusieurs erreurs à ce niveau-là, prendre la route avec beaucoup de tristesse, et il ne faut pas faire ça. Donc, ma famille m'a dit, tu rentres le mardi. Donc, je suis rentrée le mardi soir à Paris. Je suis arrivée à Paris, chez ma sœur et mon beau-frère qui m'ouvre la porte en mode on t'attendait, on savait très bien que tu n'allais pas rester avec lui, mais bon, bref. Tu sais, quand tu quittes plusieurs fois quelqu'un et que, bon, bref. Donc, ce genre de truc, bon, ils me font une omelette et tout. Très bien. Ils s'en profitent le lendemain pour dire, écoute, Camille, t'es là, nous, on va au ciné, tu gardes les enfants. Ok, bon. T'imagines la scène, on est le mercredi soir, la glace en plein hiver, les pleurs, limite, qu'est-ce que je vais faire de ma vie en train de regarder une série. Bon, bref, tu vois le film américain, quoi. Et là, j'ouvre mon iPad et je fais recherche d'emploi, Singapour. Voilà. Oui, c'est vrai, au final, j'ai fait tout ça parce que j'ai vu un reportage. Donc, mercredi soir, avec mes petites larmes, j'envoie mon CV. Et j'avais l'habitude d'être tellement arrogante de ne pas envoyer de lettre de motivation, moi. Bah non, parce qu'avec mon CV, ce que j'ai fait, je n'ai pas besoin de lettre de motivation, de toute façon. Donc, j'envoie mon CV. Ok, bon, je vais me coucher. Le lendemain matin, je me réveille le jeudi. Le gars veut me rencontrer. Ok. Pour un restaurant à Singapour. Ok, bah, vas-y, on se voit, on fait un Zoom. Donc, j'étais encore très, très mal. Donc, du coup, je suis rentrée chez mon père donc le jeudi. Le vendredi matin, donc je prends rendez-vous avec la personne pour le vendredi matin. Tu sais très bien avec le décalage horaire. Vendredi matin, on a rendez-vous. J'étais dans un état lamentable. De tristesse. J'avais l'impression que je ne savais même pas parler anglais. Tu vois, tellement j'étais lessivée et tout. Et je m'étais préparée, oh là là, ils vont me poser plein de questions en anglais. Et je déteste faire les entretiens d'embauche avec French people, they speak like non. Tu vois, ils te parlent avec l'accent français. Là, j'ai même pas réussi à le faire, mais ils te parlent avec un accent français. Ok, Camille, what do you do in your life? Do you like non. Et c'est pas facile. C'est facile de parler avec un Américain ou un Anglais, quelqu'un qui est anglophone. Voilà, qui est anglophone, quoi. Donc, bref, je te raconte vraiment dans les détails, parce que j'adore les détails. Et j'avais même mis des post-it et tout. Bon, bref. J'ai réussi à avoir l'entretien. À la fin de l'entretien, on fait le visa. On envoie. J'envoie le passeport, le truc. Non. Et on prépare, on fait la demande de visa le vendredi. Donc, voilà. Waouh! Donc, comme ça, tu regardes un reportage, tu changes de vie complètement, tu pleures 2 jours et tu pars à Singapour vers ta nouvelle vie et quelque part l'endroit qui t'a tiré si fort, quoi. Voilà. Exactement. Et donc l'étape Singapour, ça se passe pendant combien de temps? Ça se passe pendant 1 an et demi. Et j'ai jamais travaillé aussi... parce qu'en Asie, tu travailles, le droit du travail est totalement différent. Donc, tu as 7 jours de vacances par an. J'étais avec un contrat local. Donc, c'était très intense. Et voilà, à Singapour, je suis arrivée avec plus du tout d'argent, totalement ruinée de toute façon. Et une de mes copines m'a passé 100 balles quoi, pour pouvoir tenir. Et voilà, et quand on parle de chance, j'avais 1 semaine d'adaptation avant de commencer le travail pour m'adapter au pays. Parce que forcément, le décalage horaire, la chaleur, c'était pas facile. Et 1 semaine pour trouver un appart. Ce qui n'est pas non plus chose facile à Singapour. Exactement. Tu avais ton chien à cette époque-là, non? Non, elle est américaine. Alors là, ça aurait été très compliqué.
Voilà. Et du coup, le dernier jour, hein, on est un soir, ou l'avant-dernier jour, on est un soir, je suis logée du coup chez le manager qui m'a prêté son appartement et j'ai une copine, une de mes meilleures amies d'enfance, était venue avec moi pour elle prendre des vacances pendant qu'on cherchait mon appartement. Bref, et donc je suis logée dans un combo, tu sais, enfin, c'est comme ça s'appelle les combos. Donc des immeubles avec la piscine privée. Et je suis désespérée parce que j'ai fait plusieurs entretiens de coloc et ça ne prenait pas, quoi. Enfin, j'ai pas été prise, tu vois, alors que pourtant, je suis super sympa, quoi. Donc, bref, j'ai pas été prise et je suis un peu désespérée. Et là, je commence à en parler à mon ami et il y a un gars qui passe au bord de la piscine en tongs. Il me dit, mais t'es française? Je dis, bah oui. Il fait, mais je t'entends que tu cherches un appart là? Je dis, bah oui. Et ben moi, dans ma chambre, il y a le coloc qui vient de partir. Tu veux que j'appelle le propriétaire? Bah oui. Oh my God. Et voilà. Donc, cette chance absolument incroyable de nouveau, au dernier moment. Ça a l'air d'être un petit peu un élément qui revient dans ton histoire, hein, toujours. De l'audace, ça marche pas, puis au dernier moment, pouf, il y a le déclic qui fait que ça fonctionne, quoi. Ouais, c'est clair. Ok. C'est exactement ça. Donc tu trouves un ça, c'est des appart. petites anecdotes. Ah oui, bah, je trouve un appart, je commence à travailler. De là, je suis en train de vous raconter toute mon histoire. Et du coup, je travaille dans un restaurant français. Ok. Et il y a un client qui vient très souvent. Je ne sais pas si je peux le nommer. Bon, un grand entrepreneur français, en tout cas. Oui. Il s'appelle Eric Kaiser. Okay. Et il a des maisons Kaiser absolument dans tous les continents, partout dans le monde, des boulangeries. Et du coup, c'est un client du restaurant et c'est un ami de mon boss à cette époque. Et du coup, moi, je n'aimais pas du tout le job que j'étais en train de faire. Je ne m'entendais pas du tout avec... parce que voilà, moi, souvent, soit il y a beaucoup d'amour avec les gens avec qui je travaille ou mon entourage, soit ça passe pas du tout. Et avec la personne, là, ça passait pas du tout, quoi. On s'entendait pas du tout. Et donc, du coup, notre boss, il en avait marre un petit peu de nous deux, quoi. Il nous aimait tous les deux, mais tous les deux ensemble, ça fonctionnait pas comme collaboration. Donc, bref, Eric Kaiser, j'arrive à travailler pour lui, finalement, dans une des boulangeries qu'il a à Singapour. Je travaille pour lui, et là, je commence à me confronter vraiment aux personnes, enfin voilà, aux Singapouriens qui n'acceptaient pas que j'ai peut-être un salaire d'expatrié. C'était difficile, tu vois, quand tu gagnes 3 à 4 fois plus que tu vaux rien, enfin, pour eux, tu vaux pas plus. Donc, c'était très difficile pour moi et émotionnellement Enfin voilà, j'avais l'impression d'être aimée vraiment que par les clients qui venaient tout le temps me voir parce que j'arrivais à créer ce truc avec tous les Français et tout. C'était cool, mais avec le personnel, c'était très difficile. Du coup, ça ne me plaisait pas trop. Et je décide donc du coup de donner ma démission. Et je me dis, ouais, vas-y, moi j'en ai marre et tout. J'ai envie d'aller voir mon pote en Australie, là. Vas-y, je donne ma démission. Vous me saoulez tous. Ciao, quoi. Et du coup, et là, il y a du coup quelqu'un qui était de Paris, donc de l'entreprise, qui arrive et qui se rend compte. Il dit, mais elle est où Camille? Il me cherchait partout dans le restaurant. Elle est où Camille? Et du coup, tout le monde lui dit, bah, c'est barré. Elle part en Australie dans 2 jours ou je sais pas quoi. Et il appelle Eric Kaiser et là, il lui dit, Eric Kaiser lui dit, tu te débrouilles, tu vas la récupérer en fait. C'est pas question parce qu'il comptait sur moi pour ouvrir un autre magasin dans le quartier de Singapour, le quartier français de Singapour. Là où il y a le lycée français, etc. Tu vois. Et du coup, je suis moi je vais en Australie, moi je vais à Melbourne, j'ai mon pote et tout. Non, et puis j'ai payé $500 mon billet, les gars. Non. Et il me dit, vas-y, tu reviens. Je fais, ok. À une condition. Mon rêve, c'est d'aller à New York. Mon rêve, c'est d'aller à New York. Je reviens pour 1 mois ou 2, je ne sais plus trop. Bon, 1 mois ou 2, je ne sais plus dans le temps. Mais moi, je veux aller à New York. Oui. Tu viens, tu reviens pour ouvrir le magasin et tu auras ton visa pour New York. Mais donc, l'idée, c'était de revenir à Singapour, ouvrir le magasin, et une fois que ça c'est fait, de partir à New York? Alors,
moi, j'étais toujours à Singapour quand j'ai démissionné. Je devais partir dans 2 jours à Melbourne. Ok. Et du coup, ils ont voulu me récupérer. Donc, j'ai dit, moi, si j'annule mon billet à $500 pas remboursable et mes vacances en Australie, je veux mon visa pour New York. Donc, tu voulais travailler là-bas? Je voulais travailler à New York. Moi, c'était mon rêve ultime. C'était New York dans ma vie. Je te l'ai pas dit, pardon, tout à l'heure, mais ça, c'était mon goal dans ma vie. Et je me suis dit à ce moment-là, oh bah tiens, ça serait peut-être l'opportunité de négocier un visa pour New York parce qu'on sait très bien que les visas pour les États-Unis, c'est extrêmement compliqué. Ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, vas-y, go. Donc, du coup, j'ai dit, j'annule mon billet, bref. Et du coup, je suis restée, j'ai mis de l'argent de côté. Je suis restée 2 mois peut-être, du coup, chez une amie parce que j'avais rendu, moi, je ne faisais pas les choses à moitié, hein, j'avais rendu mon appart et tout. Hein. J'étais vraiment en train de partir. Et du coup, voilà, je suis restée, j'ai mis pas mal d'argent de côté. Et voilà. Et après, j'ai réussi à avoir l'entretien. Donc, je suis rentrée en France en vacances. J'ai eu mon entretien pour New York et j'ai eu mon visa pour les States. Voilà. Et donc, cette fois, c'est parti pour les States, qui était ton rêve d'aller bosser à New York. Quoi. Ah ouais, c'était mon rêve. Ah ouais, c'était vraiment mon rêve ultime. J'étais allée une fois en 2011 en vacances et je m'étais dit, toi, je reviendrai. Ok. Je ne savais pas quand. Mais pareil, j'en étais persuadée. Et voilà, ça a été ce moment-là, en fait. Et du coup, New York, je suis arrivée, pareil, hein, on repasse encore par la petite porte, il faut refaire toutes ces preuves. Et là, je suis arrivée dans une compagnie où il y avait 17 magasins sur Manhattan. Donc, on est dans une grosse compagnie, tu vois. Il y a 50 employés par magasin. Ouais. Il y a environ, moi dans le plus gros magasin, oui, peut-être 30, entre 30 et 50, voilà, on est sur une très grosse compagnie. Du coup, faut faire ses preuves. Ça a été très facile pour moi parce que pour le coup, ce que j'avais vécu avec les employés à Singapour, on m'avait dit, tu verras, les Américains, ils sont durs à manager, ils ne veulent pas travailler. Non. On m'avait préparé psychologiquement. Non, pas du tout. Moi, j'ai trop kiffé. Je me suis vraiment éclatée et j'ai dû apprendre en fait totalement à travailler. On était formés aux ressources humaines, au management, vraiment à plein de choses. On avait des rendez-vous au siège pour se faire former. Donc là, on était vraiment sur du haut niveau. Donc c'était génial. Et du coup, j'ai réussi à devenir assistant général manager. Et moi, je me disais, mais quand je voyais les général managers, le travail qu'ils faisaient, je me disais, mais jamais de ma vie, je ferai ce job. Jamais. Je voyais la pression, je voyais le stress, je voyais la charge de travail. Et je trouvais ça horrible. Et je me disais, jamais je ferai ça. Et du coup, moi, j'étais tranquille en me disant, je ne serai jamais général manager. Après, on va parler des opportunités qui t'arrivent. Mais du coup, donc, je suis devenue assistant général manager et j'ai dû apprendre. En fait, je n'étais pas du tout formée par la personne qui m'a prise. En fait, je suis arrivée un peu par hasard à ce poste-là, on va dire, parce que ça allait bien pour renouveler mon visa. Et en fait, j'ai dû apprendre encore plus rapidement parce que, encore pour rappeler ça, mais j'ai dû apprendre des techniques très rapides que je ne connaissais pas de management et de comment faire tourner le magasin. Bon, bref, on épargne les détails. Et du coup, je deviens très bonne là-dedans. Donc là, il y a 50 employés. On fait 6 millions de chiffres d'affaires dans ce magasin-là, pratiquement à l'année. Donc, on est sur voilà, un gros magasin. Et j'arrive à devenir un jour, on me demande, Camille, tu veux être général manager? Il s'en va. C'est toi, là? Je deviens rouge écarlate sur toute ma poitrine. J'avais le souffle totalement coupé. Je ne m'attendrais jamais à ce qu'on me propose ce poste, en fait, parce que ils engageaient des personnes. Tu connais l'école à Lausanne d'hôtellerie. C'est une des écoles les plus prestigieuses du monde dans l'hôtellerie. Écoute, hôtellerie, je ne connais pas, Mais toutes les personnes du monde entier, les enfants de riches, hein, souvent, ou qui font des gros emprunts à la banque, vont dans cette école-là. Et en fait, mes 2 prédécesseurs, ils avaient fait cette école-là.
Donc, moi, je m'étais dit, mais jamais je ferai ce job. De toute façon, moi, je n'ai pas de diplôme. Jamais on me proposera quoi que ce soit. Donc, voilà. Et bref, et du coup, voilà, là, je me suis dit, ouh, c'est chaud, quoi. Je fais, bon, ok, bah, bien sûr, j'ai accepté. J'ai réfléchi. Pas longtemps, mais ma mère m'a dit, mais fonce, c'est trop bien. Mais j'ai quand même eu super peur, donc je l'ai fait. Et ça s'est super bien passé. Et j'ai vraiment travaillé dans une atmosphère où on faisait énormément d'argent. J'avais beaucoup de responsabilités, mais là, j'ai appris à ce que c'est déléguer, faire confiance, lead by example. J'étais toujours en train de mettre la main à la pâte au moment où il y avait besoin. Et on était dans un magasin où, je le dis souvent, mais on travaillait dans le fun, mais absolument. On était des bisounours. On hurlait de rire que même moi, enfin, je me faisais respecter. Tout le monde je sais que tout le monde avait peur de moi, qui rangeait les téléphones quand ils me voyaient, etc. Sur les moments sérieux, mais on avait énormément de rires et de blagues. Tu vois, tu sais, quand tu descends, par exemple, tu fais semblant derrière un meuble de descendre les escaliers comme ça. Tu vois, je faisais ça moi, en pleine journée, tu vois, on était dans l'atmosphère où tu tapes sur l'épaule de quelqu'un, puis tu t'en vas, enfin voilà. Et on rigolait beaucoup. On travaillait très dur, mais on rigolait beaucoup. Ça, c'était un bon moment. Et voilà. Et donc, Covid arrive et c'est là où tout s'arrête, en fait. Comment tu l'as vécu, ça? Parce que là, tu étais quand même en train de vivre ton rêve d'enfant. C'était ça, tu voulais aller à New York, avec cette vie, tu étais dans le luxe, tu étais dans les magasins à Manhattan, enfin, c'est quelque chose quand même super high level. Donc, comment tu vis ce moment-là, en fait, cette transition? Bah, le confinement, je me dis, oh, je vais enfin pouvoir me reposer dans ma vie. C'est cool tout de suite. Après, moi, j'étais un lion en cage. Je pouvais pas, c'était difficile pour moi. Donc, j'ai fait du sport à fond tous les jours. Tu vois, je faisais les lives de Sissi pour ceux qui connaissent. J'ai commencé vraiment à faire beaucoup plus de sport pour dépenser et canaliser mon énergie. Mais je l'ai pas très, très bien vécu hein, quand même. Hein. Mais je l'ai pas très bien vécu parce que ça m'a coupé l'herbe sous le pied. Mais d'un côté, je me suis dit, bah écoute, on va chercher d'autres solutions. Et j'ai commencé vraiment à chercher à écouter des podcasts, tu vois, sur le dev perso. J'ai lu un bouquin, tu vois, pour devenir rentier en immobilier, des trucs comme ça. Enfin, j'ai commencé vraiment à m'intéresser un peu à ce monde du travail en ligne. Ouais. Et c'est comme ça, après, que tu deviens closeuse d'abord et ensuite, maintenant, co-coach. Enfin, voilà, tu fais les deux. Exactement. Exactement, ça arrivait. Je t'avoue qu'en 2020, j'ai rien fait. J'ai pas du tout mis d'action en place, mais c'est fin 2020, donc vers Noël, que j'ai vraiment trouvé la formation pour être closer et que là, j'ai commencé donc tout ça en 2021, en fait. Mais ouais, 2020, j'ai quand même accusé le coup de savoir, enfin, gros moment d'introspection, en fait. Et qu'est-ce que tu reprends? Qu'est-ce que tu retires justement de cette expérience d'expatriation où tu disais quand même précédemment que ça a été très dur physiquement, tu vois, tu allais lâcher, tu vois, au niveau physique, ça n'allait plus du tout. Et j'étais presque en burn-out, ouais, c'est ça. J'étais presque en burn-out, ok. Ah ouais, totalement. Je pleurais beaucoup. Ouais. Et du coup, s'il y avait beaucoup de joie. Qu'est-ce que tu retires en positif et négatif de cette expérience-là? Alors, le négatif, ça va être compliqué d'en trouver, honnêtement. Même si tu étais en burn-out. Ouais. Parce que, en fait, j'avais décidé d'être là, En fait, moi, je suis du genre à me dire, moi, je ne subis pas ma vie. Hein. Non. Non, je ne subis pas ma vie, je ne subis personne. En fait, suite à cette relation toxique, après ça, donc la relation toxique que j'ai eu un deuil très difficile hein, de quelqu'un qui était un ami jeune qui est mort à 26 ans. Et du coup, ça a été difficile. Et à partir de là, j'ai eu cet élément déclencheur que je ne t'ai pas dit par rapport à Lausanne et partir à Singapour et mieux profiter de ma vie. Voilà, je me suis dit, maintenant, il faut profiter. Donc, moi, le truc négatif, là-dedans, j'en vois pas tout de suite.
Enfin, Ok. à part dire ouais, bon, j'étais loin de ma famille, je les voyais pas pour Noël. Bon, non, mais c'est même pas du négatif Ok. parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait ma force. Donc, non, négatif, non, positif, oui. Positif, c'était génial. J'ai appris à être humble, j'ai appris à toujours trouver des plans B, C. Surtout, ça, c'est surtout dans la position du manager. Ouais. Mais en tout cas, pour parler de l'expatriation, c'est ce que, ouais, c'est ce que ça m'a appris d'être. Moi, je pense que ce que l'expatriation m'a appris, c'est d'apprendre de tout le monde. Ça, c'est vraiment quelque chose Mhm. qui ressort. En fait, parce que quand tu arrives dans une culture ben, que tu connais pas, tu as plutôt intérêt ta petite arrogance parfois. Eh Mhm. ben, il faut peut-être la cacher un peu et reprendre les bases. Tu vois, reprendre les bases et te dire, ah oui, tiens, on est dans le métro singapourien, je n'ai pas le droit de manger. Mhm. Ben, je vais pas manger. Enfin, enfin c'est Ouais. un vieux exemple que je te donne, mais voilà, c'est te dire un petit peu ouais, ce que je retiens, c'est que fais-le en fait. Fais-le, tu vois. Ton rêve n'est pas peur. Qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce qui va t'arriver? Oui, tu pars à Singapour, ça se trouve, ton patron, c'est une arnaque. Ça se trouve, tu n'auras même pas de logement et tout. Et Mhm. quand je suis arrivée à New York, pareil, hein, j'ai pris un logement sur Internet. Avec un Zoom, c'était peut-être une arnaque. J'ai mis tout l'argent que j'avais de côté pratiquement Ok. pour le deposit. Et voilà, j'ai- j'avais pas peur qu'il m'arrive quelque chose. Je me dis, bah, si ça va Ouais. pas, je rentre. Et puis c'est tout. Ouais. Ok. Donc, C'est ça que j'avais en oser. tête. Ouais. Ouais, si ça va pas, tu rentres. Mon père, c'est la phrase de mon père, ça. Il m'a dit, bah, si ça va pas, tu rentres. Je dis, bah oui, ça va pas. Je l'ai. Ok. Ouais. Ok. J'espère que je réponds bien à ta question. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. Tu partages ton expérience à toi et ce que tu as vécu. Et du coup, Mm. justement, par rapport à ton entourage, comment ça se passe dans ton entourage? Tu vois, tu as quand même un parcours assez atypique et assez exceptionnel par rapport au fait que tu es très fonceuse, tu testes les choses et tu n'as pas peur d'y aller. Est-ce que tu as un entourage qui t'a plutôt aidé ou qui a été un soutien dans ces moments de choix ou plutôt à te dire non, non, mais il faut que tu fasses du salariat et que c'est ça la vraie vie, patin couffin, Ah ne vis ouais. pas ta vie de rêve, non. Comment ça s'est passé pour toi, ton entourage? Ah ouais, non, moi, mon entourage, c'est des sunshine. Ils m'aident trop, au contraire, Ok, euh, à vraiment. Si j'ai pu tenir grâce à eux, hein, quand j'étais si loin de pouvoir appeler très souvent, presque à n'importe quelle heure quand ça ne va pas. Non, non, l'entourage est très fort. Et là, aujourd'hui, mon entourage dans l'entrepreneuriat, je motive tout le monde. Moi, ma mère, elle a 60 ans, c'est un exemple magnifique. Elle a pris la formation de Laurie en Human Design, ouais, tu vois. Et elle s'est totalement, donc depuis aussi, elle fait pareil que moi depuis que je suis en train de créer mon entreprise. Enfin, voilà. Pendant ce temps-là, elle est devenue à 60 ans conseillère en patrimoine, tu vois. excellent. Alors qu'elle Ok, elle faisait de la comptabilité, mais elle est ouais, passionnée par ça. Et non, elle le fait, quoi. ouais, Rien à foutre, tu vois. Elle va commencer à avoir des clients, etc. Elle se lance à ok, son compte parce qu'elle fait beaucoup de développement personnel aussi. Elle fait beaucoup aussi de soins énergétiques, etc. Donc, on se connecte à d'autres choses. ouais, Une de mes sœurs, elle est dans l'école de coaching de Basique. Et ouais, donc, pareil, elle se lance. ouais, Et ok. là, ma sœur, elle est astrologue. Elle se lance, pareil, dans l'astrologie aussi, à son Donc, compte. Donc, ok, en fait, toute la on se famille. tout le monde. Bon, le père, il est à la retraite et mon petit frère est pas encore entrepreneur, pas encore, mais Ouais, il est sommelier, mais peut-être un jour. Mais en tout cas, non, justement, nous, c'est allez, vas-y, on y va tous. Ouais, toi, tu fais ça, vas-y, trop cool, moi aussi. ok, Donc voilà. d'accord. Et Mm, tes parents, toi, ils étaient entrepreneurs ou pas du tout? Ta mère, a priori, non, elle était comptable, elle s'est lancée mm. que maintenant. Et ton papa Ouais. non plus, hein? Donc, Pas du tout ok, entrepreneur. Mon grand-père, entrepreneur. Mes grands-parents, ils ont toujours travaillé à leur compte. Euh, Mon papy, il était le bétail à l'époque. Alors moi, je suis végétarienne, hein. Donc voilà, il faisait de la vente de veaux.
Ouais. Il avait même acheté à l'époque un avion pour pouvoir transporter les veaux et les ramener d'Angleterre en France. Donc, il Ok, était très, très prise de risque. Il a fait des faillites. Il s'est relevé. Il a fait beaucoup il était très, très là-dedans. Mais ok, bizarrement, j'en parlais pas trop. En fait, j'ai pas pu trop m'inspirer ouais, de ce qu'il faisait et comment il le faisait. Et lui, ok, pareil, un jour, il a vu un camion passer. Il parlait pas un mot d'anglais, un camion anglais. Il savait qu'il y avait des veaux en Angleterre. Il a pris le numéro. Il a appelé la personne alors qu'il a juste vu le numéro sur un camion. Et après, il est parti rejoindre cette personne en Angleterre pour commencer à faire du business avec lui. Ça, c'est le excellent. petit truc qui me rapproche Ouais. de lui. Tu vois. C'est Mm. vraiment quand même un peu, peut-être naturellement, un mindset d'entrepreneur comme ça. On y va, on se lance, puis on verra Exactement. bien, quoi. Ouais. Et tu vois, tu parlais des échecs de ton grand-père. Est-ce que toi, tu as eu des échecs? Si oui, est-ce que tu peux les partager? Et surtout, partager quel a été le mindset qui a fait que tu les as dépassés ou que tu as appris quelque chose de ces échecs ou que tu as continué? Comment ça s'est passé pour toi? Dans l'entrepreneuriat? Oui, dans l'entrepreneuriat. Mais après, ça peut être aussi des échecs, tu vois, qui ont fait que tu as dû dépasser quelque chose personnellement, hein. Alors, dans l'entrepreneuriat, moi, quand j'ai commencé mon entreprise, en fait, je me suis tout de suite mis en société, en fait. Ouais. Alors, ça peut paraître un peu fou quand j'en parle. Il y a des gens, mais sérieux, t'es pas passé par l'auto-entreprise? En fait, non. Parce que moi, si j'ai fait ça, si j'ai commencé à faire du closing, c'est pas pour faire un petit chiffre d'affaires. C'était tout de suite pour pouvoir gérer une société et aller plus loin. Donc ça, déjà, c'était mon mindset. Et ça, c'était impossible que mon cerveau il pense à autre chose que l'échec, en fait. Donc moi, l'échec, Ok. c'est pas trop un truc qui fait partie Ouais. de mon vocabulaire. Donc, je n'y pense pas trop, Ouais. tu vois. Ok, d'accord. Alors Alors, est-ce peut-être que j'avais échec, bien en fait, répondu? échec, euh, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné comme tu voulais et que tu as Mhm, dû changer quelque chose pour rediriger le tir. Un échec, en réalité, ça n'existe pas dans la mesure où tu continues d'avancer. Tu vois ce que je veux dire? mhm, Si tu apprends quelque chose, ben, tu n'as pas vraiment un échec, tu as un apprentissage. Donc, ce que je mhm. mets derrière le mot de échec, parce que souvent, quand je l'explique à des entrepreneurs, toi, où je pose la question, ils me disent, mais non, j'ai pas d'échec, moi. Et en fait, c'est juste que s'ils annoncent des D'accord. foirages, tu vois, des foirages, des trucs où tu voulais faire un truc, et puis en fait, ça a foiré. Mais comme tu as tu vois, tu as le mindset entrepreneur, tu apprends quelque chose de ça, et du coup, tu rediriges le tir et tu continues. Un échec, c'est quand c'est final, tu vois, et tu t'arrêtes. Ouais, c'est ça. Donc, Bah, c'est en ça que ça. j'ai fait des collaborations où j'ai perdu trop de temps, tu vois, au début. Ok, Et des fois, je me dis, je me suis fait avoir comme un bleu, tu vois, ok, avec ça. Parce que j'ai eu des clients qui ne me rapportaient pas l'argent que je souhaitais, en fait. Et j'ai continué à y croire ou à attendre. Oui, mais attends, dans 3 semaines, on fera un webinaire et ci et ça. Et j'ai commencé à croire. Et en fait, à ce moment-là, je me suis vraiment dit, mais j'avais un peu la haine contre moi de me dire, mais ok, pourquoi t'as cru en ça? Tu savais très bien que ça allait pas fonctionner de toute façon, son truc. ok. Pourquoi t'as continué avec lui? Donc ça, et à partir du moment où j'ai enlevé ces clients et que je leur ai dit non, je ne peux Mhm. plus travailler avec vous, là, j'ai Ok, commencé à avoir une belle opportunité derrière. Mm. ok, d'accord. Donc, est-ce que tu vois par rapport aux gens qui écoutent le podcast, tu aurais des conseils à leur donner par rapport à, voilà, quand il y a des moments difficiles, comment faire pour s'en sortir? En fait, tu vois, quand tu partages ton histoire, on sent cette force vraiment naturelle que tu as de oser, d'avoir de l'audace, en fait, t'écoutes pas tes peurs, quoi. T'y vas. Et puis, advienne que pourra. Avec un système de soutien, tu vois, externe qui est quand même là très fort. Donc, c'est une excellente Mhm. base. Mais Ouais. qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui ont soit peur de se lancer, soit, tu vois, vraiment pour débloquer, pour avancer et quelque part suivre ton exemple qui est naturel pour toi, d'oser. Mais qu'est-ce que tu conseilles aux gens pour qu'ils arrivent à faire ça? Ouais, je conseille plusieurs choses. Moi, j'ai une phrase que je dis souvent. C'est dans une chanson de rap de Soprano, c'est de ne pas rêver sa vie, mais vivre D'accord. ses rêves. Tu vois? Ouais,
pas rêver sa vie, mais vivre ses rêves, ça c'est important. Lâcher le mental, en fait, et pas Ouais. attendre qu'une situation catastrophique arrive dans ta vie, que ça soit un deuil ou voilà, pas laisser les choses pourrir et pas se satisfaire de. En fait, il faut pas pourquoi se satisfaire du peu, Mhm. du oh, mais si, c'est bien, on a quand même la chance, Ouais. on va là, en vacances et tout, machin. Bref, ça, c'est maintenant. En fait, la Ouais. vie, c'est tout de suite. C'est pas arrête de croire que ça sera mieux plus tard, toujours se trouver des excuses. Hein. Moi, la première, hein, je peux être la première à me trouver des excuses, à dire oui, mais ah non, mais là j'ai la flemme. Non, mais là j'ai peur parce qu'en fait, je pourrais faire ça quand ça Mhm. sera bien. Parce que si je le fais tout de suite, je vais prendre un risque. Et ça. Non. Enfin, moi, je pense que le bon conseil que je peux donner, c'est ça déjà. C'est en faisant qu'on apprend, Mhm. c'est en faisant qu'on voit et qu'on améliore, en fait. Hein. Ça, Ouais. ça c'est très fort, je pense. Ce qui est important aussi en conseil, c'est de s'occuper un petit peu de son nombril, un petit peu de soi, tu vois, d'apprendre à être, à s'aimer et à se kiffer, à se regarder dans la glace et de ne pas être oh, tu me saoules, toi, Mhm. tu vois. Ouais. Non, non, regarde-toi dans la glace et kiffe-toi, quoi. Euh, Ok. euh, Tu vois, vraiment, Ouais. aime-toi, occupe-toi un petit peu de toi, des trucs qui te font vraiment kiffer. Dis non, non, je veux pas aller à cette soirée. Ça me Mhm. fait chier, en fait. Mhm. Tu vois, Ouais. je fais les choses que j'ai envie de faire. Et ben, Ouais. fais-les maintenant. Et moi, mes parents, ils m'ont toujours dit une chose, c'est ils m'ont toujours dit, ne fais pas les choses, ne prends pas des décisions en fonction des autres. Mhm. Voilà. Si lui, il veut partir vivre là-bas et que toi, tu as une opportunité là-bas, ben, fais Ouais. ce que toi, Pense à toi d'abord. Ouais. penses à toi d'abord. Et si tu penses à toi d'abord et que tu es là, que tu as confiance dans ce que tu fais, ben, les gens, ils vont, tu vas attirer, enfin, tu vas être dans une bonne énergie, en fait. Donc, Mhm. quand je te dis occupe-toi de ton nombril, ouais, occupe-toi de ton bien-être d'abord, avant Ouais. de vouloir sauver les gens, etc. Ça c'est Ok. important. Autre chose que moi, là, j'en ai pas trop parlé, mais moi, j'ai une grande âme d'enfant. Mhm. Tu vois, hier, je te raconte, tu vois, c'était hier. Et j'ai pensé à toi parce que ma soeur, elle a tellement rigolé que je me suis dit, putain, je vais raconter ça à Fanny. En fait, moi, je mets mes lunettes roses des fois, tu vois. Je Ouais. m'éclate. Je vois Ouais. des trucs où connecte-toi, en fait, pour être heureux. Ouais. Connecte-toi à ce qu'il y a autour de toi. Mhm. Arrête, tu vois, des fois, tu vois des trucs dans la rue, des actions drôles, enfin, je sais pas, des situations où, qui te font plaisir. Ah, tiens, regarde, tout à l'heure, Mhm. je te parlais de ça. Tiens, il y a ça en face, tu vois. Mhm. J'étais en train de te parler j'en sais rien, d'un skateboard rose. Tu vois un skateboard rose, tu vois. Des Mhm. trucs. Connecte-toi un petit peu à ce qu'il y a autour de toi déjà. C'est ce que je fais. Et par rapport à l'âme d'enfant, tu vois, je passe tous les jours à un endroit pour aller promener ma chienne. Et hier, j'avais totalement mes lunettes rouges. J'étais excitée comme une puce. Et là, je passe et je m'accroche à une branche d'arbre et je fais comme ça, tu vois. Et je commence Ouais. à me prendre un peu comme un petit singe dessus. Et j'ai 33 ans, j'ai bientôt 34 ans. Et ma soeur, elle peut rire, elle me dit, Camille, tu passes tous les jours devant cette branche et là, tu t'éclates sur la branche d'arbre, tu Ouais. vois. Et que des petits trucs comme ça. Et ça, je pense que, enfin, voilà, il faut retrouver, enfin, trouver ou retrouver Ouais. cette âme d'enfant. Enfin, quand on était petit, on s'amusait bien quand même. Et Ouais. maintenant, on a de l'argent. Mais Ouais. tu vois, Et la maintenant, on n'a pas liberté. nos parents. Donc, ça y est. Voilà, tu te dis, moi, j'ai envie de manger un burger. Ouais, t'as pas les parents qui vont te dire non et tout pour ta vie. Machin. Tu peux vraiment, fais-le quoi. Enfin, Ouais. éclate-toi et avec ton âme d'enfant. Et moi, Mhm. ce que je conseille aussi, c'est vraiment de se foutre la honte. Ok. Fous-toi la honte pour être heureux. Ok. Ah non, mais moi, je veux pas chanter à un karaoké. Moi, je veux pas mettre des chaussettes avec mes tongs. Non, non, mais on s'en Ouais. fout en fait. Enfin, Ouais. fais-le et amuse-toi du regard des autres et fous-toi. Et en fait, je pense que pour vraiment être heureux, il faut pas euh,
attendre que les autres t'aiment parce que les gens, ils vont t'aimer comme tu es. Déjà, ils vont t'aimer parce que moi, je parle toujours avec un petit accent normand, comme une petite vieille, par exemple. Bah, si j'ai envie de parler comme ça, je vais parler comme ça, tu vois. Ok. Et ça va foutre la honte à 2-3 personnes autour, mais moi, j'ai des relents comme ça où je vais avoir envie de faire un accent et je vais le faire. Et bah, si ça te plaît pas, bah, tu me traites de beauf ou de je sais pas quoi, tu vois. Mais moi, je suis hyper spontanée. Je pense que la spontanéité, ça rend heureux. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Et une dernière chose que je peux donner, que mon père me dit toujours, il m'a dit, Camille, de toute façon, partout où tu iras, il m'a donné ce conseil, il me dit, tu obtiendras toujours tout ce que tu veux avec un sourire. Ok, ouais. Voilà. Donc en gros, super conseil. Ben, si tu veux être, si tu veux, en plus, bah, ça, quand il pense maintenant, c'est la loi de l'attraction, mais quand tu veux vraiment quelque chose avec un sourire et de la gentillesse, on te rendra les choses en retour. Commence à sourire un petit peu quand tu vas chez le boulanger, rigoler avec lui, raconter une petite blague. Tu vas voir à chaque fois qu'il te voit arriver dans le magasin, il y aura toute la queue derrière et c'est à toi qui fera coucou. Tu vois. Tu vois. Excellent. Et ça c'est des petits trucs de la vie, tu vois, mais qui rendent heureux quand même. Donc, moi, j'ai des milliards de conseils pour ça, mais je peux en parler pendant des heures. Ok. Je peux en parler pendant des heures, mais ouais. Mais écoute, voilà. Je pense que déjà, c'est un bon condensé de conseils pour les gens qui veulent vivre leur meilleure vie. Et alors, j'ai une dernière question. Camille, tu vis ta meilleure vie aujourd'hui après toutes tes aventures. Voilà, tu es en train de construire ici ta vie en France avec ta chienne, avec ta flexibilité absolue, avec du relâchement dans ton corps et dans ta vie, de plus travailler des heures pas possibles. Totalement. Et tu as fondé ce nouveau concept de co-coach. Et quels sont tes rêves pour la suite? Mes rêves, Fanny, c'est d'avoir... Mon rêve, déjà, c'est d'avoir un cochon, comme dans le film Babe. Pourquoi ça me surprend? Ok. Ouais. Comme dans le film Babe, j'ai toujours rêvé d'avoir un cochon. Donc pour ça, bien sûr, ce qu'il faut autour, c'est une maison. Une ferme, ouais, une ferme pour avoir un cochon. Mes rêves, c'est des rêves très bêtes. En fait, j'aimerais bien avoir un mari. Parce que je n'ai jamais eu le temps de me poser aussi. Je mets toujours ça sur le dos du travail. Je n'ai jamais eu le temps d'avoir des relations, etc. Donc, moi, mes rêves, c'est pas... j'ai peut-être le rêve intime de pouvoir adopter des enfants un jour, par exemple. Ça, c'est un de mes rêves. Mais ça, c'est des rêves très personnels. Alors, bien sûr, dans mon business, oui, j'ai envie que bientôt, les co-coachs, ça soit comme un coach. En fait, que tous les coachs se pose la question d'avoir un co-coach et que ça devienne vraiment, que ça s'étende partout, que même au Québec, on l'utilise. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai envie pour mon business et j'ai envie de continuer d'apprendre des autres et tous les jours, en fait, d'apprendre tous les jours. Ça, alors, ça, tu vas me dire, c'est un rêve con. Enfin, dis-moi que tu veux une Ferrari, quoi. mais non. Alors, ouais, une Tesla, ouais, ça serait cool. Et être, en fait, moi, ce que je veux absolument, c'est de ne pas faire ma vie en fonction de, en fait, mes goûts. Pas les suivre en fonction de l'argent, tu vois. Bah non, je ne peux pas partir au ski parce que j'ai pas les thunes, ou je dois aller dans cette station parce que c'est moins cher. Ça, je veux pas ça dans ma vie. Je veux pas choisir. Et ça, c'est... Oh, mais ça c'est ça mon rêve. Vraiment. Et avec ça, je sais qu'avec ça, je pourrais faire des choses... voilà, que j'ai envie, mais honnêtement, je n'ai pas des rêves complètement fous, à part que mon activité fonctionne très bien, mieux que bien, même beyond my expectation. Ça, c'est ce que je veux. Et voilà. Ok. Voilà, eh bien, écoute, c'est de très beaux rêves. Hein. Il n'y a pas de compétition de rêves. C'est tes rêves à toi et ils sont aussi magnifiques que quelqu'un qui veut une Ferrari. Oui, non, mais c'est clair. Ouais. Mais oui. C'est des beaux rêves. C'est clair. Ok, Camille, est-ce que tu veux rappeler où est-ce qu'on peut te trouver ou te contacter sur le net?
Oui, on peut me trouver sur Instagram à Camille Delignat, donc DELIGNAT.cocoach. Voilà, Super. tout simplement. Ok, Ouais. donc sur Instagram. Et je te follow, donc si vous ne voyez pas, vous allez dans les followers de Fanny et vous allez trouver Camille Delignat. Je mettrai de toute façon, évidemment, tes contacts et du coup le lien vers ton Instagram dans la description de ce podcast. Écoute Camille, merci beaucoup. C'était un plaisir de découvrir toute ton aventure et qui est vraiment riche d'expériences et d'enseignements. Donc, merci à toi de nous avoir fait bénéficier de ton histoire. Merci. Mais énormément, merci énormément d'avoir écouté. Ciao.